Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 61 de Kingdom. Comme d'habitude, on démarre sur la présentation de la jaquette qui est plutôt pas mal puisqu'on a deux nouveaux personnages qui vont faire leur apparition et vu leurs vêtements, ils font partie du clan Shunyu et j'y reviendrai bien évidemment dans la partie review qui est très belle. Quatrième de couverture, on a qui? Eh ben on a le terrible Manu, le général de Shu, même de la ville de Juko. Et en haut, on a qui en haut? En haut, on a les trois autres généraux de la ville de Shu. Donc c'est plutôt sympa. On tourne, on a une petite page en couleur et on a qui? On a Shin, le fameux Shin en couleur. Et quand on tourne, on a la représentation de la bagarre pour Juko, la fameuse ville. Et ça, c'est vachement cool. J'adore vraiment cette petite vision globale de la guerre. Ça permet de replacer l'ensemble des protagonistes au bon endroit. Et à la fin, comme d'habitude, on a un petit mot de l'auteur suivi d'une petite bande dessinée. Donc voilà en ce qui concerne les bonus. Maintenant, on démarre directement avec la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome? Eh ben 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler un général sans patrie. Et oui, puisque la guerre opposant Shu à l'alliance Gin Wei et à son paroxysme. Et là, la guerre, elle continue. Et puis, t'as Juko, le stratège, qui voit que Manu ne combat pas comme d'habitude. Et il décide tout simplement, à la surprise générale, de battre en retraite. D'autant plus qu'il apprend que parallèlement à ça, on a le général Goumei qui a réussi à prendre la ville de Junko. Donc du coup, même s'ils battent en retraite, ils n'ont aucune ville, aucun lieu où aller pour se battre en retraite. Du coup, Juko demande à tout le monde de battre en retraite et finalement il se fait capturer par le général qui était venu en attaque également. Il se fait capturer et à ce moment-là, on lui pose quelques questions, etc. Et on va en savoir un peu plus, bien évidemment, sur Manu, le fameux général un peu charismatique, Manu, et qui reproche tout simplement à Mobu de ne pas se battre à fond et de abandonner son fardeau. Je reviendrai un peu plus tard sur le fardeau de Mobu. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Manu? Alors, déjà, il vivait dans une petite ville qui était proche de Shu et il se faisait sans cesse attaquer par l'état de Shu. Et lui, à chaque fois, il arrivait plus ou moins à repousser les offensifs de Shu. Donc c'était un grand général reconnu de sa ville. Sauf que voilà, à un moment donné, l'état de Shu l'a attaqué. Lui, il est sorti pour essayer de les faire sortir. Sauf que son roi, tout simplement avait permis à l'état de Shu de venir et de conclure un pacte pendant qu'il n'était pas là. Et lui, quand il est revenu, il voit que l'état de Shu a signé un pacte avec le roi de sa ville et ça l'a mis complètement hors de lui. Parce que pour lui, très clairement, l'état de Shu, ils allaient tout simplement les piétiner. Du coup, hors de lui, il est sorti, il est parti tout simplement régler le compte des soldats de Shu. Et au fur et à mesure qu'il avançait et qu'il abattait les soldats qu'il avait gagné la guerre, qu'il avait gagné la bataille, il s'est vite rendu compte que parmi les soldats de Shu en fait se trouvaient également des gens de sa propre ville. En gros, ce sont les soldats de l'état de Shu qui a enrôlé les tout nouveaux soldats de sa ville pour les faire combattre contre Manu. Et là, Manu était fou de lui. Il a complètement pété une durite, il a abandonné le combat, il s'est rendu à l'état de Shu. Par-delà de ça, on apprend également, c'était à peu près les mêmes faits similaires par rapport à ces autres généraux. Et ils ont été envoyés dans la ville de Junko, postés là pour le défendre tout simplement. Donc voilà à peu près l'histoire de Manu qui a été tout simplement enrôlé de force, même pas de force. Disons qu'il a abandonné le combat, il a été enrôlé par l'état de Shu pour aller défendre la ville de Junko. Donc voilà l'histoire de Manu.
Donc du coup il demande à Mobu d'abandonner son fardeau pour qu'il puisse se battre plus sérieusement et qu'il puisse prendre un grand plaisir. Parce qu'en fait, si vous préférez, Manu, au travers des yeux de au travers Mobu, il se revoit lui quand il était plus jeune, tout simplement. Il sait très bien que Manu, lui, quand il se combattait, il avait un fardeau derrière. Son fardeau, c'était quoi? C'était tout simplement de protéger sa ville, protéger ses villageois, etc. Et à cause de ça, justement, eh ben, il s'est fait avoir et ces mêmes villageois l'ont trahi. Et là, au niveau du fardeau de Mobu, alors le fardeau de Mobu nous a pas encore été dévoilé, mais on le comprend très vite au travers l'histoire de Manu, que en fait le fardeau de Mobu, c'est tout simplement la responsabilité. Et oui, hein, c'est le premier grand général de l'état de Qin. Il a une grosse responsabilité, c'est qu'il doit réussir tous les combats qu'il mène, hein, parce que si lui il tombe, c'est tout Qin derrière qui tombera. Et là, Mobu, on a pris conscience. C'est pour ça qu'on le voit moins Mobu foncer dans le tas comme d'habitude, hein. Dans les premiers chapitres, souvenez-vous, on voyait Mobu qui fonçait dans le tas sans réfléchir, sans réelle stratégie. Et ben là, non, maintenant il fait beaucoup plus attention, il essaye de mettre en place une stratégie. On l'a vu dans l'art de la coalition notamment. Donc là on voit quand même, il se bat plus pour lui-même et pour sa force et pour montrer que c'est lui le plus fort au monde, hein. On le sait que c'est lui le plus fort au monde. Maintenant là il se bat cette fois-ci pour protéger tout simplement l'état de Qin et ses concitoyens. Donc on a une grosse évolution de mentalité quand même de Mobu, et ça c'est plutôt pas mal. Alors d'autant plus que je pense qu'il se sent aussi responsable de la mort du grand général Uki, hein. Vous savez, hein, il avait été envoyé pour aller supplier, on va dire, le général Uki contre l'état de Zhao, et c'est à cause, entre guillemets, à cause de lui que le général Uki est malheureusement décédé, hein. Souvenez-vous, hein, il avait foncé tête baissée derrière l'armée de Zhao, qu'il avait pris à revers, et il a fallu l'intervention de Uki pour lui créer une brèche pour qu'il puisse s'en sortir. Et en quelque sorte c'est Uki qui s'est sacrifié à la place de Mobu, et ça Mobu l'a retenu. Et du coup Mobu, dans chaque combat maintenant qu'il mène, il se bat en ayant ça en tête, et en quelque sorte pour Manu ça lui permet, ça équivaut à un frein pour lui. Ça lui permet pas de déployer toute sa puissance, et c'est ce qu'il reproche justement à Mobu. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur ce premier événement. On a un Mobu qui, depuis le départ, quand même, tu sens quand il combat dans cette guerre, il est plus le même, et il a totalement changé de sa façon de combattre, qui est maintenant un peu plus réfléchi et beaucoup plus stratège, et ça c'est pas mal, et c'est même meilleur pour l'état de Qin. Le deuxième événement, j'ai envie d'intituler victoire ou défaite, hein. Et oui, hein, puisqu'on a maintenant le stratège de la ville de Juko qui a été capturée, et la ville de Juko totalement a été capturée également par Go Umei. Et ben on a Manu qui décide de battre en retraite directement à la capitale de Shu et de partir, hein. Donc en fait le départ de Manu dans la ville signifie tout simplement la victoire de l'alliance Wei Qin. Et puis là on a un petit rassemblement pour savoir pour voir un peu les faits qui s'est passé durant cette guerre. Et ben là t'as Go Umei qui dit merci pour ce fabuleux cadeau qui est très important, parce qu'en fait Go Umei, si vous préférez, il estime que la ville qu'il va recevoir de l'état de Qin est bien plus avantageux pour eux que Qin en eux-mêmes. Et là t'as Go Umei qui dit t'inquiète pas, cette ville là on va bien en prendre soin, d'autant plus que toutes les villes aux alentours on va les prendre et on y sera sous notre coupe. Du coup, une fois que notre alliance sera terminée au bout des 3 ans, bien évidemment, vous serez dans la mouise totale. Et là, tu as bien évidemment, alors je crois que c'est tout qui rétorque, mais nous, t'inquiète pas, on vous la laisse la ville pendant ce temps-là. Nous, on a de plus gros objectifs, c'est tout simplement l'état de Zhao, on va tout simplement la faire disparaître. Donc là, tu vois très clairement que les deux généraux là, ils s'envoient des petites piques à base de moi, c'est ma ville qui a gagné, etc. Donc c'était plutôt assez intéressant. Alors moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que lors de cette victoire, hein, qui est l'alliance Wei et Qin,
qui a réellement gagné? Est-ce que c'est Kin qui a gagné la bagarre? Du coup, ça lui permettra de se recentrer à 100% sur la bataille contre Zhao. Ou alors c'est l'état de Wei qui est là, qui va en profiter un maximum et qui pourra grandir au plus grand des calmes. Et bien évidemment battre Kin par à l'arrière. Donc là c'est un bon petit compromis quand même pour l'état de Wei hein, quand même. Ils gagnent quand même une ville qui est assez précieuse. Et je vois pas comment l'état de Kin pourrait reprendre cette ville hein, tellement qu'ils savent qu'elle est hyper stratégique et hyper compliquée à défendre, d'autant plus qu'en face tu as quand même Gou Mei, un grand stratège, et Gou Mei le dit clairement, Gou Mei aux alentours de toutes les villes aux alentours, ils seront bientôt sous notre contrôle, donc quand vous reviendrez ici, ça va être difficile pour vous. Donc là, est-ce qu'ils ont réellement gagné Kin? Pour l'instant, on ne sait pas. Je voulais également revenir sur Manu, hein, Manu qui avait décidé de battre en retraite dans la capitale de Shu. Et puis, à la capitale de Shu, il y a qui les attend? C'est bien évidemment Karin, la charismatique générale Karin les attend. Alors Karin, elle n'est pas partie par carte chemin, elle a dit très clairement je vais rencontrer le général Manu. Si elle voit simplement que Manu a foutu n'importe quoi, très clairement, il a dit je lui couperai la tête. Hein. Ça, j'en ai rien à cirer. Ou sinon, si je vois qu'il n'avait pas eu le choix et qu'il a pris la meilleure décision, dans ce cas-là, je le laisserai en vie. Mais je pense que Karin, elle va voir Manu. Que c'est quand même un gars qui est assez puissant, assez fort, assez mastoc. Je pense pas qu'elle va le tuer facilement. Elle va plutôt le prendre sous son aile et ça va devenir un peu, en quelque sorte, son bras droit. Vous imaginez un peu, hein, d'un côté on a Karin qui est assez fort stratégiquement etc avec ses plans, et d'un autre côté son bras droit ce serait Manu, donc ça aurait de la gueule quand même, l'état de Shu aurait de la gueule. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler une armée sous pression. Et oui, on retourne cette fois-ci du côté de Zhao hein, qui mène toujours la guerre face à l'état de Kin. Et puis là, on apprend très vite que tous les bataillons qui sont engagés dans la guerre avancent et progressent assez rapidement, sauf un seul bataillon. Et je vous le donne en mine, le bataillon en question, c'est tout simplement l'unité Isshin. Alors pourquoi est-ce que l'unité Isshin n'arrive pas forcément à avancer et à progresser de la même manière que ses collègues? Et ben c'est tout simplement parce qu'il leur manque des personnages assez emblématiques. Hein. Rappelez-vous, ils ont quand même perdu Shusa, ils ont perdu quand même Kyokai, donc il y avait quand même deux capitaines assez emblématiques qu'ils ont perdu, donc ils commencent à accuser le coup. Et pour ne rien arranger, on a Kyokai, hein, Kyokai qui est toujours pas remis du fait qu'elle a sacrifié une partie de sa force vitale pour réanimer tout simplement Shin. Et du coup, tu as quand même trois éléments assez importants qui sont plus là dans l'équipe de l'unité Isshin. Hein. Du coup, ils peinent réellement à avancer. Et coup de chance, on va avoir une fille qui va venir, alors qui s'appelle Kyurei, hein, qui fait partie du clan des Shinyu, tout simplement, hein, le même clan que Kyokai, et qui va tout simplement proposer ses services à l'unité Isshin. Alors dans un premier temps, l'unité Isshin, ils sont pas d'accord, ils disent ouais, il y a une inconnue qui vient intégrer nos rangs, c'est suspect, etc. Ouais, pourquoi pas, sauf qu'en face quand même, elle arrive à buter des soldats assez facilement. Alors du coup, ils vont la prendre en essai. Shin décide de la prendre en essai et de tester pour voir ce qu'elle vaut. Et au fur et à mesure des prochains combats qu'elle va mener, tout simplement, c'est qu'on va voir Kyurei ne respectera absolument pas les consignes des différents capitaines qu'elle recevra. Elle va y aller tout seule, tête baissée, et elle va aller couper des têtes. Et là, tous ses coéquipiers autour de elle, ils vont voir qu'en fait, non, elle ne se bat pas du tout comme Kyokai. Elle n'a pas le même esprit combatif que Kyokai. Hein. Là où Kyokai combat ses adversaires en les tuant parce qu'elle n'a pas le choix et essaie de les tuer de manière assez gracieuse, et bien Kyurei, elle tue pour tuer avec une extrême violence. Hein. Elle est même capable de tuer des gens qui sont désarmés et qui se sont rendus. Hein. Là où Kyokai ne tuerait pas des soldats qui se sont rendus, Kyurei, elle y va et elle coupe
des têtes, elle s'en bat les reins. Et à cela, bien évidemment, ses coéquipiers vont un peu prendre peur, hein, d'autant plus que le fait qu'elle ne respecte pas les consignes du capitaine met tout le groupe en danger. Et en plus, elle commence à menacer les capitaines, etc. Donc ça fait une grosse tension. Bien évidemment, t'as Shin qui arrive, qui dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça, respecte tes aînés. Et là, très clairement, on va apprendre tout simplement l'objectif réel de Kurei. Pourquoi est-ce que Kurei est venu dans l'unité Shin? Et bien comme vous l'aurez deviné, hein, Kurei c'est tout simplement la dernière Shinryu qui est connue. Du coup, elle a réussi à atteindre le stade ultime du clan de Kukai et de Kukai, ouais ça. Et en fait son objectif c'est tout simplement de tuer Kukai, hein. Maintenant qu'elle est devenue Shinryu, il peut pas y avoir deux Shinryu. Elle est partie tout simplement retrouver Kukai pour la tuer. Elle dévoile normal son plan et dit moi je suis venu ici pour te tuer. Et puis là, elle propose simplement à Kukai de faire un duel face à elle. Et puis Kukai, elle accepte, hein. Je vous rappelle que Kukai, elle est encore blessée, elle est diminuée. On ne sait pas comment ça va se passer. Et puis tu as Shin qui dit ok, il n'y a pas de problème, c'est Kukai qui prend sa décision puisqu'elle fait partie de son clan. Du coup, les deux là, Kurei et Kukai, ils vont se retrouver en haut d'une montagne. Et puis ils vont faire espèce d'un duel pour savoir qui est le plus fort, et l'un d'entre eux malheureusement mourra. Et au fur et à mesure de la bagarre, on va apprendre l'histoire de Kurei, comment ça se fait que Kurei on arrive à un point où elle doit tuer assez violemment, etc. On va apprendre que en fait le passé de Kurei ressemble comme deux gouttes d'eau au passé de Kukai, hein. C'est-à-dire que Kurei avait elle aussi une sœur, hein, comme Kukai, et puis les deux sœurs ont participé à la cérémonie, on va dire ça comme ça, pour déterminer qui sera le prochain Shinryu. Et elle aussi, sa sœur tout simplement s'est sacrifiée pour permettre à la petite d'empocher la victoire et de rester en vie. Donc c'est également ce qui s'est passé avec l'histoire de Kukai, hein. Donc par-delà de ça, Kukai, vu qu'elle a vécu la même chose, la même histoire, elle est la mieux placée pour comprendre Kurei. Et par-delà son match, elle va essayer de raisonner Kurei pour qu'elle revienne à la raison, mais c'est très mal parti parce que Kurei quand même elle est assez bordée et d'ailleurs elle domine un peu ce match. Donc voilà comment se termine ce troisième événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 61 de Kingdom. Un tome plutôt bon, plutôt équilibré, hein, puisqu'on a enfin la fin de la guerre. La guerre qui a quand même été assez rapide entre l'alliance Wei et Gin contre l'état de Shu au travers la ville de Juko. Victoire assez éclair quand même, hein. Et puis on retourne du côté de Zhao et de Qin, où on peut voir que l'unité Shin a beaucoup de difficultés à avancer et va recruter pour ça un tout nouveau élément, mais qui va s'apparaître à être un petit poison. Donc personnellement, si je devais noter ce tome, j'aurais mis la note bien évidemment de 5 sur 5 parce que vous connaissez mon engouement sur Kingdom et que Kingdom c'est la vie. Voilà, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre avis. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenix.